parce que traditionnellement, les Français font des guerres, mais ils ne savent pas faire des colonies de peuplement. Ils ont été incapables de peupler. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon n'est plus l'homme que la France croyait connaître. L'homme politique de fer, chef de file insoumis, éternel combattant des institutions et des puissances, vient de faire une déclaration qui secoue tout l'échiquier médiatique et intime du pays. Ce n'est pas une nouvelle prise de position politique, ni un manifeste révolutionnaire. Non, c'est bien plus rare, c'est plus inattendu. Jean-Luc Mélenchon vient de parler d'amour, pas un amour idéologique, un amour bien réel, un amour de chair et d'âme, un amour qu'il a longtemps gardé secret, un amour qu'il vient tout juste de reconnaître, et ce qu'il a révélé a laissé sans voix jusqu'à ses plus proches collaborateurs. Pour la première fois, Mélenchon a brisé le silence autour de sa vie privée et a prononcé, presque à voix basse, mais avec une intensité inédite, les mots qu'on n'imaginait pas sortir un jour de sa bouche. Oui, je suis amoureux. Depuis longtemps, je l'ai nié, je l'ai combattu. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de me cacher. Elle est l'amour de ma vie. Cette femme, dont il a tu si longtemps l'existence, n'est pas une figure publique. Elle a 47 ans. Elle était restée dans l'ombre, jusqu'à maintenant. Les journalistes, pris de court, ont d'abord cru à une provocation, une mise en scène. Mais tout dans le regard du tribun trahissait une sincérité désarmante. Un homme qui en a vu, entendu, combattu des tempêtes, mais qui cette fois tremble, pas de peur, d'émotion. L'histoire débute il y a plus de 10 ans, dans un contexte aussi banal qu'inattendu. Elle s'appelle Salomé. Elle n'a rien à voir avec le monde politique. Universitaire, discrète, d'une élégance naturelle et d'une intelligence acérée. Elle enseigne la philosophie contemporaine dans une faculté de province. Elle a croisé Jean-Luc Mélenchon lors d'un colloque où elle intervenait sur le thème de l'engagement éthique. Lui était invité d'honneur. Elle n'avait pas prévu de lui parler, lui non plus. Et pourtant, il y a eu ce regard, ce moment suspendu, cette sensation de familiarité inexplicable. Je ne suis pas homme à croire aux signes, mais là, il y avait quelque chose. Elle n'était pas impressionnée par moi. Elle me parlait d'égal à égal. Et ça m'a bouleversé. C'est ce qu'il a confié dans un entretien accordé en exclusivité à un média indépendant, dans lequel il a enfin accepté d'ouvrir la porte sur sa vie intime. Ce qui a suivi, c'est une relation faite de distance, de correspondance, de silence lourd de sens, de rendez-vous volés entre deux conférences, deux combats politiques. Jamais officiel, toujours dans l'ombre, parce que Mélenchon, depuis toujours, a fait du combat collectif son absolu, et que l'amour, dans cet agenda saturé de lutte et de principes, n'avait pas sa place. Mais Salomé, elle, est restée, présente dans l'ombre, soutien invisible, confidente muette, présence fidèle. Pendant les tempêtes médiatiques, les trahisons politiques, les défaites cuisantes, elle était là. Il l'appelait « mon silence ». Elle l'appelait « ma tempête ». Le contraste parfait. Pendant des années, ils ont vécu dans ce paradoxe. Elle, dans une ville moyenne, loin de Paris. Lui sur les plateaux télé, les estrades, les tribunes. Quand il s'énervait à l'Assemblée, elle y écrivait des poèmes. Quand il fustigeait les élites, elle corrigeait des copies. Deux mondes qui semblaient opposés. Et pourtant, liés par une force que même le temps n'a pas réussi à effacer. Je ne voulais pas l'exposer. Elle ne voulait pas devenir la femme d'eux. Elle voulait rester libre. Et moi, je voulais la protéger. Mais à force de se cacher, on s'oublie. Et j'ai failli la perdre. C'est cette phrase, glissée à la fin de son témoignage, qui a tout changé. Car oui, Salomé avait fini par s'éloigner. Fatiguée d'être une ombre, elle avait coupé contact pendant presque 1 an. Une année que Mélenchon décrit comme la plus violente émotionnellement de ma vie. Et c'est cette rupture qui a été le déclic. Il a réalisé que ce qu'il avait toujours placé après, relégué au second plan derrière la politique, était en réalité essentiel. Je croyais qu'on ne pouvait pas tout avoir, qu'aimer vraiment c'était renoncer à se battre. Je me suis trompé. Salomé ne m'a jamais demandé d'arrêter de me battre. Elle voulait juste que je sois vrai. Avec elle. Avec moi. Ce coming out amoureux, comme certains l'ont surnommé, n'est pas anodin. Il intervient à un moment où Mélenchon semblait s'effacer de la scène politique. Retrait progressif, moins de discours, moins de coups d'éclat.
comme s'il se préparait à une autre forme d'existence. Et si cette autre vie commençait justement maintenant? Une vie où il pourrait marcher à côté de Salomé, sans regarder derrière lui. Une vie où l'homme public laisse enfin place à l'homme privé. D'après des sources proches, Mélenchon aurait même récemment acheté une maison dans le sud-ouest, loin des projecteurs. Une maison modeste, entourée de pins, non loin de l'endroit où vit Salomé. Un refuge, un nouveau départ. Certains s'interrogent déjà. Cela signifie-t-il une retraite définitive, une reconversion, une autobiographie révélatrice? Rien n'est encore confirmé. Mais ce qui est certain, c'est que cette confession change tout. Elle montre une autre facette d'un homme qu'on croyait connaître. Elle dévoile une sensibilité que peu soupçonnaient, et surtout, elle raconte une histoire profondément humaine. Une histoire d'amour retardé, étouffé, mais jamais éteinte. Une histoire qui rappelle que même les figures les plus rugueuses ont un cœur qui bat. Salomé n'a pas souhaité s'exprimer publiquement. Elle a simplement confirmé par l'intermédiaire de son avocat qu'elle et Jean-Luc Mélenchon partageaient depuis de nombreuses années un lien personnel fort, respectueux et libre. Une phrase sobre, presque juridique, mais qui dit l'essentiel. Ils se sont choisis. Ils ont tenu bon. Et aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ce moment de vérité a déjà déclenché des vagues. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les opposants politiques ironisent. Les soutiens se divisent. Mais dans cette cacophonie, une chose semble émerger. Un respect inattendu. Car il faut du courage pour aimer à 73 ans, publiquement, sincèrement. Et il faut une force rare pour l'avouer. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis par excellence, vient de s'insoumettre à lui-même. Et peut-être est-ce là sa plus grande révolution. Depuis cette déclaration bouleversante, tout s'est mis en mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon comme une onde de choc, silencieuse mais puissante. L'homme que l'on pensait inébranlable, inatteignable, inentamable, venait de se dévoiler dans sa forme la plus rare, celle d'un être humain qui, enfin, accepte de ne plus se cacher. Mais ce que peu savaient, c'est que ce n'était pas un aveu improvisé. Depuis des mois, des signes, des gestes trahissaient une lente transformation. Lors de ces dernières apparitions, les observateurs attentifs avaient remarqué un Mélenchon plus calme, plus mesuré, presque apaisé. Certains avaient cru à la fatigue de l'âge, à une lassitude politique, d'autres y voyaient une stratégie. Personne, absolument personne, n'avait imaginé que derrière cette posture se cachait en réalité une métamorphose plus intime, plus profonde, celle d'un homme en train de s'ouvrir à ce qu'il avait toujours tenu à distance. L'amour. Ce mot qu'il avait toujours relégué au rang d'abstraction, de faiblesse bourgeoise, de luxe inutile. Et pourtant, ce mot est devenu sa respiration. Ce mot est devenu Salomé. Il faut dire que leur histoire n'avait rien d'ordinaire. Elle n'a jamais suivi les codes. Pas de rencontres mondaines, pas de dîners officiels, pas de maintenue devant les caméras. Tout s'est construit dans le silence, dans les marges, dans les non-dits. Salomé n'a jamais cherché à séduire Mélenchon. Elle ne l'a jamais courtisé. Elle ne l'a jamais flatté. Elle n'a pas eu besoin. Ce qui l'a frappé, ce fut son détachement. Son regard franc, son esprit tranchant. Il avait face à lui quelqu'un qui ne voulait rien de lui, qui ne l'attendait pas, qui ne cherchait pas à le sauver ni à le glorifier. Et c'est ce refus d'adhésion automatique, ce recul lucide, cette insolence douce qui l'a profondément désarmé. Salomé n'était pas là pour le suivre, mais pour marcher à côté. Et c'est précisément ce dont il avait besoin sans le savoir. Leur premier échange véritable s'est fait par mail. Il l'a remerciée pour son intervention. Elle a répondu par une citation de Simone Weil. Puis, il a renchéri avec une réflexion sur Camus. Et très vite, la discussion s'est envolée vers des territoires que ni l'un ni l'autre n'avaient arpentés depuis longtemps. Ce n'était pas du flirt. C'était une rencontre d'esprit, une collision d'univers. Pendant des semaines, ils se sont écrits, parfois de longs messages, parfois quelques mots. Il l'appelait la philosophe du matin. Elle le surnommait le volcan. Et au fil du temps, la distance a commencé à peser. Alors il l'a invité à le rejoindre. Pas à Paris, mais à Marseille. Un lieu neutre, une ville portuaire, ouverte, ancrée dans l'histoire et le métissage. Là, sur un banc face à la mer, ils ont passé des heures à parler sans parler, à se regarder sans rien dire. Et c'est là que tout a basculé. Il a pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. À partir de cet instant, il n'y avait plus de retour possible.
Mais Mélenchon, fidèle à ses contradictions, n'a pas su embrasser cette évidence tout de suite. Il a douté. Il s'est replié. Il s'est réfugié dans la politique. Il a mis de la distance. Il s'est tué à la tâche pour ne pas penser à elle. Il l'a même volontairement éloignée. Il a dit des mots durs. Il a fui. Et elle, avec une dignité rare, a accepté le retrait. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas insisté. Elle est retournée à sa vie, à ses élèves, à ses livres, mais elle n'a jamais cessé de penser à lui. Il le savait. Et pourtant, il la laissait s'effacer. Par peur, par orgueil, par devoir aussi, pensait-il. Il croyait que l'amour était incompatible avec la lutte, qu'un homme engagé devait être seul, entier, disponible pour le peuple, et rien que pour lui. Il se trompait. Le déclic est venu d'une chute, littéralement. Une mauvaise glissade sur un trottoir mouillé, une fracture du poignet, une immobilisation forcée. Pendant plusieurs semaines, il s'est retrouvé seul, contraint au repos, loin des meetings, des micros, des empoignades parlementaires. Et c'est dans ce silence, dans cette immobilité imposée, que Salomé est revenu dans ses pensées. Comme un murmure qui devient cri, comme un manque qui devient douleur. Il a rouvert leurs anciens échanges, il a relu ses phrases. Il a revu ses photos, et il a compris qu'il était en train de passer à côté de la seule chose qui ait vraiment compté. Alors il a pris son téléphone, il a tapé son numéro, il a hésité. Puis il a appuyé sur « Appeler ». Elle a joie décroché. Elle a déjà reconnu sa voix. Elle n'a rien dit, il a dit « Je ne suis pas un homme facile, mais je suis prêt à essayer ». Elle a répondu « Alors viens ». C'était tout. Le reste s'est fait naturellement. Lentement, mais naturellement. Ils ont commencé à se revoir, pas souvent, mais intensément. Des week-ends cachés, des lectures partagées, des promenades au bord de la Loire, un week-end à Lisbonne, une nuit à Avignon, pendant le festival. Et chaque fois, le lien se renforçait. Chaque fois, le masque tombait un peu plus. Jusqu'au jour où Mélenchon, lors d'une conférence sur la République et le sentiment d'appartenance, a glissé une phrase presque anodine. Il y a des territoires de l'âme que même les révolutionnaires doivent explorer. Personne n'a compris, sauf elle. Elle était dans la salle. Ils ne s'étaient pas prévenus, mais leurs regards se sont croisés. Et le monde, pendant une seconde, s'est arrêté de tourner. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de parler publiquement a commencé à germer. Il ne voulait plus la cacher. Il ne voulait plus la perdre. Il voulait la reconnaître. Il voulait dire la vérité. Pas aux médias. À lui-même. Alors il a écrit. Une lettre, longue, vibrante, intime. Une lettre qu'il n'a pas nous envoyer à un journal, mais à Salomé. Une lettre dans laquelle il disait tout, ses peurs, ses regrets, son admiration, son amour. Elle l'a lu, et elle a pleuré. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas un manifeste, c'était un cri d'amour, et elle y a répondu, par un simple mot. Viens. Depuis, ils vivent une forme d'équilibre fragile, mais sincère. Ils ne vivent pas ensemble, pas encore. Mais ils se voient régulièrement. Ils s'écrivent chaque jour. Ils ont même un projet commun. Écrire un livre à 2 voix sur la notion d'engagement. Lui apportera son expérience politique, elle, sa vision philosophique. Le manuscrit est en cours. Il s'intitulera « Le feu et la lumière », une métaphore parfaite pour leur couple. Mais tout n'est pas simple, l'exposition médiatique, les jugements, les moqueries, les projections. Mélenchon s'y attendait. Il les affronte comme il a toujours affronté les tempêtes. Avec panache, avec ironie, mais surtout avec vérité. Oui, je suis amoureux. Oui, elle est plus jeune que moi. Et alors, ce que nous vivons est rare. Je ne le laisserai pas être piétiné par des préjugés. Quant à Salomé, elle reste discrète. Elle refuse les interviews. Elle refuse les photos volées. Elle continue d'enseigner. Elle continue d'écrire. Elle vit sa vie. Et dans cette vie, Mélenchon est désormais une évidence. Leur entourage est partagé. Certains amis politiques se réjouissent de voir leur leader épanoui. D'autres craignent une perte d'influence, un adoucissement du combat. Mais lui ne craint rien. Il affirme même que c'est cet amour qui lui donne aujourd'hui la force de mieux lutter, de lutter autrement. Moins dans la colère, plus dans la transmission. Il prépare les générations suivantes. Il veut léguer, pas dominer. Et c'est peut-être cela le plus beau cadeau que Salomé lui ait fait.
le sentiment d'avoir encore quelque chose à donner, au-delà des discours, au-delà de la lutte. Car au fond, cette histoire d'amour est une révolution intime, une révolution silencieuse, mais une révolution tout de même. Jean-Luc Mélenchon, l'homme des grandes batailles, des colères publiques, des phrases fulgurantes, a laissé entrer dans sa vie un souffle nouveau, celui de l'amour. Et ce souffle-là, rien ne pourra plus l'étouffer. Le matin où Jean-Luc Mélenchon a décidé de retourner chez Salomé sans prévenir personne, sans chauffeur, sans garde du corps ni attaché de presse, il n'a pris avec lui qu'un sac de voyage et un carnet noir. Ce carnet, il le portait depuis des années sans jamais le remplir. Ce jour-là, c'était différent. Chaque page vierge représentait tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qu'il avait eu, tous ces silences accumulés qu'il avait offerts au monde comme des preuves de rigueur alors qu'ils étaient, en vérité, les barrières d'un homme qui avait peur d'aimer. Quand il a sonné chez elle, dans cette maison simple bordée de glycine, ce fut Salomé qui ouvrit. Pas un mot. Juste leur regard. Et dans ce regard, la certitude qu'un cycle se terminait et qu'un autre commençait. Il est entré. Il a posé son sac. Il a sorti le carnet. Il l'a ouvert à la première page et il a écrit, devant elle. Elle ne lui a pas demandé ce qu'il écrivait. Elle s'est assise face à lui. Elle l'a observé. Pendant des heures, il a écrit, sans s'arrêter. Elle ne bougeait pas. Elle ne respirait presque plus. Elle savait que ce moment-là, elle l'attendait depuis toujours. Il ne s'agissait plus de discours. Il ne s'agissait plus de rhétorique. Il s'agissait de vérité, crue, vibrante. Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, écrivait avec son cœur, pas pour convaincre, pas pour gagner, mais pour exister. Et dans ces mots qu'il jetait avec rage et tendresse sur le papier, il y avait la mémoire de tous les regards croisés dans les rues de Marseille, de tous les silences partagés dans les trains de nuit, de tous les frissons qu'il n'avait jamais osé nommer. Quand il a levé les yeux, elle pleurait. Il n'a pas dit un mot. Il lui a tendu le carnet. Elle a lu, page après page, sans l'interrompre, sans le regarder. À la dernière page, il avait écrit une seule phrase. « Si tu veux encore de moi, je te choisis. » Et là, elle a refermé le carnet, l'a posé sur la table, a posé sa main sur la sienne et lui a dit « Cette fois, on ne disparaît plus. » Ce moment fut un basculement intérieur pour Mélenchon. Tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait évité, tout ce qu'il avait refusé d'admettre, se transformait désormais en source. Il n'était plus seulement le tribun de la République, il devenait un homme capable d'habiter pleinement sa propre histoire. Ils ont passé la nuit à parler, pas du passé, du futur. Pour la première fois, ils se projetaient, non pas dans une vie politique, dans un programme ou un calendrier, mais dans des gestes simples. Cuisiner ensemble, voyager sans être reconnus, lire à voix haute un dimanche après-midi, partager des silences dans la lumière douce d'un matin d'hiver. Mélenchon n'avait jamais vraiment eu ça. Sa vie avait été une suite de combats, de révolte, d'indignation, jamais de refuge. Salomé devenait ce refuge, mais plus encore, elle devenait un miroir. Elle le renvoyait à ce qu'il était quand personne ne le regardait. Et lui, en retour, découvrait chez elle une force tranquille, une radicalité douce, une clarté qui le désarmait autant qu'elle le guérissait. Ils ont décidé de ne plus vivre dans la clandestinité de leur amour. Pas pour s'exposer, mais pour ne plus se mentir à eux-mêmes. Salomé n'a pas déménagé à Paris. C'est lui qui a fait le choix de venir plus souvent vers elle. Il a appris à disparaître, à redevenir anonyme dans les rues de la ville, à être simplement Jean dans le café du coin. Ils avaient une table attitrée, toujours au fond, près de la bibliothèque. Là, ils passaient des heures à débattre de tout. De l'écologie profonde, de la condition animale, de la littérature mystique, des errances de l'âme. Il y avait chez eux une fin commune de sens, de beauté, de justesse. Un besoin viscéral de se dire le monde autrement. C'est à cette période que Mélenchon a commencé à refuser certains plateaux, à décliner certaines invitations. Il disait « Je n'ai plus envie de parler pour remplir, je veux parler pour dire. » Et parfois, il n'y a rien à dire. Il faut juste écouter. Ses ennemis ont crié au déclin, à l'épuisement, à la fin d'un mythe. Mais ses proches comprenaient, il s'humanisait. Il devenait plus que le rôle qu'on lui avait imposé. Il devenait lui. Il disait souvent à Salomé « Tu es la révolution que je n'avais pas prévue. » Elle répondait « Et toi, tu es le silence que je n'osais pas écouter. » Un jour, ils ont pris un train vers la Bretagne, incognito. Il portait une casquette, elle, un long manteau.
Ils ont marché sur la plage, dans le vent. Il s'est arrêté. Il l'a regardée. Et il a dit « Je veux vieillir avec toi ». Elle n'a pas répondu. Elle lui a juste souri. Et il a compris. Ce voyage-là, il l'avait déjà commencé. À leur retour, il a fait ce qu'aucun proche n'aurait pu imaginer. Il a convoqué une réunion privée avec les membres les plus fidèles de son cercle politique. Là, dans une salle sobre, il leur a annoncé qu'il préparait sa sortie définitive de la vie publique. Pas un retrait stratégique. Un vrai départ. Il leur a dit « J'ai servi, j'ai donné, j'ai crié. Il est temps de me taire et de vivre. » Certains ont pleuré, d'autres ont protesté. Mais tous ont compris. Ils ne fuyaient pas, ils se retrouvaient. Dans les semaines qui suivirent, Mélenchon est devenu plus rare, plus lumineux aussi. Il a repris la peinture, qu'il n'avait pas touchée depuis ses 20 ans. Des toiles étranges, puissantes, abstraites, des formes tourbillonnantes qu'il décrivait comme les contours de ce que je ressens enfin. Salomé était là, toujours. Dans l'atelier, elle lisait pendant qu'il peignait. Ils vivaient dans un temps suspendu, dans une bulle hors du monde, et dans cette bulle, tout devenait possible. Ils ont commencé à écrire leurs livres. Chaque matin, ils prenaient 1 heure pour noter leurs pensées, leurs mémoires croisées, leurs différences. Le livre prenait forme comme un dialogue d'âme, un manifeste d'amour et de lucidité. Il s'appelait toujours « Le feu et la lumière ». Et déjà, plusieurs éditeurs se battaient pour l'avoir. Mais eux ne voulaient pas d'argent. Ils voulaient que ce soit un livre libre, publié sans marketing, distribué gratuitement en ligne. Ils disaient « C'est notre offrande au monde ». Le monde, justement, commençait à les chercher. Des rumeurs circulaient, des photos volées, des articles mystérieux. Mais eux s'en fichaient. Ils avaient appris à disparaître, à se préserver. Un soir, à la veille de l'anniversaire de Salomé, Jean-Luc Mélenchon lui a fait une promesse. Il lui a dit « Je ne parlerai plus jamais à la télévision, mais je te parlerai chaque jour, toute ma vie. » Elle a posé sa main sur sa joue. Elle a murmuré « Alors tu m'as déjà offert l'éternité. » Ce fut l'instant le plus simple, le plus pur, le plus profond de leur existence. Et depuis, rien, absolument rien, n'a pu les atteindre. Pas les critiques, pas les doutes, pas les échéances. Ils sont devenus une île que personne ne peut envahir. Une île faite de mots, de regards, de silence. Une île qui n'appartient qu'à eux. Une île où Jean-Luc Mélenchon n'est plus un nom. Il est un homme. Un homme qui aime. Un homme qui vit. Un homme qui, enfin, a trouvé sa révolution intérieure. Mais malgré la douceur retrouvée et la lumière dans laquelle Salomé baignait son quotidien, Jean-Luc Mélenchon sentait au fond de lui que l'ombre du monde qu'il avait habité pendant plus de 50 ans ne cesserait jamais totalement de le rattraper. Il le savait, il en acceptait le prix, et pourtant il résistait, parce qu'auprès d'elle, tout semblait se métamorphoser. Même les blessures les plus anciennes perdaient leur violence. Il avait redonné sens à la tendresse, à l'attente, à la vulnérabilité qu'il avait pourtant fui toute sa vie, à l'idée même d'être fragile sans en avoir honte. Or, dans cette maison aux volets bois bleus, au cœur d'un petit village où personne ne semblait le reconnaître, Jean-Luc réapprenait le monde avec des gestes simples, mettre la table, préparer du café, étendre le linge. Tout cela devenait des rituels d'amour, des rites de paix. Mais un jour d'avril, tout bascula à nouveau. Non pas parce qu'ils se disputèrent, ou parce que quelque chose s'effondra entre eux, mais parce qu'un appel inattendu du président d'un grand média, indépendant, le força à faire face à une nouvelle réalité. Un ancien assistant politique, viré il y a quelques années pour malversations internes, avait vendu des documents personnels, des copies de mails, de lettres, des extraits de conversations privées où il parlait de Salomé, où il dévoilait des pensées qu'il n'avait jamais rendues publiques. Et cela, évidemment, fit l'effet d'une bombe dans le monde médiatique, car en quelques heures, les chaînes de télévision, les sites d'infos en continu, les comptes anonymes sur les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'affaire. On parlait d'un Mélenchon transformé par une muse secrète. On ironisait sur ses mots tendres. On détournait ses phrases intimes. On riait de ses poèmes inachevés retrouvés dans des notes audio. Et lui, qui avait tout donné à la vie publique, qui avait tout sacrifié à la cause du peuple, se retrouvait nu, désarmé, ridiculisé pour avoir simplement aimé,
pour avoir confié son âme à quelqu'un, pour s'être un jour autorisé à écrire « Je t'aime » sans calcul, et ce fut un choc terrible pour Salomé qui vit son nom à apparaître partout, sans avoir jamais rien demandé. Elle qui avait toujours tenu à rester dans l'ombre, elle qui refusait les interviews, elle qui n'existait médiatiquement que parce qu'elle était la femme de. Elle fut soudain traquée, poursuivie, suivie par des photographes, des éditorialistes, certains allant jusqu'à fouiller dans son passé familial, dans ses publications universitaires, dans sa vie privée, qu'elle protégeait avec une rigueur farouche. Et Jean-Luc ne supportait pas cela. Il en devenait malade, il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Il lisait chaque mot comme une agression contre elle, contre leur bulle, contre cette île qu'ils avaient bâtie. Et un soir, dans un accès de colère froide qu'il n'avait pas connu depuis des années, il a tout simplement pris la parole en direct sur son propre blog vidéo, seul, face caméra, sans prompteur, sans mise en scène. Il a parlé comme il n'avait jamais parlé, non pas comme un chef politique, mais comme un homme blessé, un homme révolté. Il a dit qu'il y a plus de courage dans un « je t'aime » murmuré à l'oreille de quelqu'un que dans tous les discours hurlés sur les bancs de l'Assemblée. Il a crié que son histoire avec Salomé n'appartenait à personne d'autre qu'à eux. Il a imploré qu'on les laisse vivre, qu'on les laisse en paix. Et cette vidéo, inattendue, brute, humaine, fut vue des millions de fois, partagée, commentée. Elle a bouleversé des milliers de personnes qui découvraient enfin un autre visage de l'homme qu'on avait trop souvent réduit à des punchlines et des invectives. Et Salomé, ce soir-là, n'a rien dit. Elle a seulement posé sa tête sur son épaule. Et Jean-Luc a compris que malgré le chaos, elle restait là, qu'elle ne fuyait pas, qu'elle l'aimait, non pas malgré tout, mais à cause de tout, à cause de cette rage en lui, à cause de cette vulnérabilité qu'il n'avait jamais appris à maîtriser. Et alors ils ont pris une décision. Ils allaient pour les partir, pas pour fuir, mais pour respirer. Ils ont tout quitté pour quelques semaines, direction l'Italie, une petite maison louée dans les collines de Toscane, sans internet, sans téléphone. Juste eux, le silence, les collines dorées, les matins clairs, les après-midi à lire. Dante ou Calvino, les soirées à cuisiner ensemble, à s'aimer comme deux adolescents qui découvrent la peau de l'autre. Et dans cet exil choisi, ils ont retrouvé la sève de leur lien. Ils ont réécrit leur livre à partir de là. Pas un manifeste politique, mais un chant amoureux, un récit croisé de deux êtres, qui, pour ne rien manquer des révélations les plus étonnantes, des histoires d'amour inattendues et des confidences exclusives des personnalités que vous croyez connaître. Restez avec nous. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre les prochaines pages de cette aventure humaine hors du commun.